Bonsoir les Itata et bienvenue dans Phoque Causé, votre plateforme qui vous est offerte pour faire entendre vos voix, partager vos expériences. Vous le savez désormais, nous sommes réunis ici autour de cette table pour évoquer des questions, des problématiques et des challenges que nous rencontrons ici en Martinique. Ce soir, nous parlons de la souveraineté alimentaire. Vous l'aurez compris, depuis bientôt plus de 2 mois, la Martinique est secouée par des mobilisations contre la vie chère. Nous le savons, ce que nous consommons ici, plus de 80% provient de l'extérieur et notre pouvoir d'achat est fragilisé de jour en jour et pourtant ces prix sont de plus en plus élevés. Une solution est proposée et pointée du doigt par beaucoup. La solution, la souveraineté alimentaire ou encore l'autosuffisance alimentaire. Nous en parlerons ce soir avec nos 4 invités. Je me tourne vers eux. D'abord, merci à vous, messieurs, d'être présents. Monsieur Adélaïde, bonjour. Bonsoir. Du moins, Monsieur Adélaïde, vous êtes retraité depuis plus de 12 ans, c'est ça? 12 ans et demi. 12 ans et demi. Vous avez 3 garçons et vous êtes membre de l'association dont nous allons parler dans un instant qui s'appelle Enfam. Enfam. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi c'était important pour vous de répondre à cet appel à témoins? Parce que j'ai vu ce nom, la souveraineté alimentaire, être galvaudé par beaucoup de personnes et en train d'être galvaudé par beaucoup de personnes. On a vu des politiciens venir de notre association et puis ils disparaissent. Donc, juste pour se faire voir. Donc, c'est normal que je sois là pour parler de cela. Voilà. D'accord, très bien. Nous en parlerons un petit peu plus davantage tout à l'heure. Je me tourne vers vous, Monsieur Setros Gérard. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc le président de l'association Enfam. Merci d'être là. Merci. La même question qu'à Monsieur Adélaïde tout à l'heure. Pourquoi était-ce important pour vous quand la question a été posée, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire? Est-ce que c'est réalisable ici en Martinique? Vous êtes présent avec nous pour y répondre. Pourquoi? Pour qui nous là pour la reçoit, justement, c'est que ça qui a fait là en ce moment, là, normalement, pas été pour fait, logiquement. Mais moi, je pense que ce qui a fait, c'est qu'en amont, il n'y a pas de mettre rien pour ça, puisque il a toujours fait nous croire que nous ne pouvons pas battre nous, ça nous besoin. Et à cela, nous avons démontré que tout ça possible. C'est pourquoi d'abord, mon premier aliment, nous, c'est l'anglan. Tout à fait, merci. Monsieur, nous nous tournons maintenant vers Monsieur Kabil Victor. Bonsoir, Monsieur Kabil. Bonsoir. Monsieur Kabil, vous êtes dans la production. Je crois que beaucoup de Martiniquais vous reconnaîtront. Vous êtes dans la production de boissons de kombucha, c'est ça? Oui. Et tout à l'heure, vous allez nous expliquer de quoi il en retourne. Dans le nom de votre société, c'est Santé au Naturel. C'est bien ça? Et vous avez tenu, vous aussi, participer à ce débat? Tout à fait, parce que savoir que le peuple de la Martinique a besoin de connaître plus, a besoin de, parce qu'il y a toujours une vérité, et on a besoin de connaître cette vérité et de savoir qu'est-ce qu'on est en Martinique. C'est ça. Très bien, merci. Et bonsoir, Monsieur William Picot. Monsieur William Picot, vous avez 27 ans, vous êtes chef d'entreprise et vous êtes favorable au libre-échange et à l'entrepreneuriat. Mais vous êtes aussi un petit peu plus pessimiste quant à la possibilité, la faisabilité en tout cas, de cette fameuse autosuffisance alimentaire. C'est ça, absolument. C'est-à-dire que je pense qu'il faut... c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et il y a un certain nombre de choses à mettre en place avant que ça soit réalisable, effectivement. Puis, en tant que chef d'entreprise, c'est une problématique économique qu'on connaît, la souveraineté. Et puis, je suis également au conseil d'administration d'une banque. Donc, effectivement, en tant qu'acteur économique, j'ai cette vision de la réalité du terrain, quoi. Donc, vous avez la visibilité qu'il faut. C'est ça. Et puis aussi, ça permet d'apporter un peu de voix de la jeunesse sur le plateau pour apporter une certaine nuance. Très bien. Donc, vous assimilez votre jeunesse à la nuance. Écoutez, il paraît que le nombre des années ne se compte pas aux cheveux blancs, hein, ceci dit, Monsieur Picot. On verra ça tout à l'heure. Alors, messieurs, si vous voulez bien, vous allez maintenant répondre individuellement d'abord, avant d'entamer les échanges et l'interaction, à cette question. Monsieur Adélaïde, d'abord vous. La souveraineté alimentaire, est-ce une chimère, espoir mal papaye ou est-ce réalisable véritablement ici? Qu'en pensez-vous? Non, madame, parce que très peu de temps que je suis dans l'association d'Enfam, puisque M. Saint-Rose, il y a des années qu'il le pratique, dans très peu de temps, j'ai vu beaucoup de choses chez lui. On plante du riz, on plante de petits, on fait de la papaye, et beaucoup de légumes de Martinique peuvent nous servir de légumes
et en même temps peuvent nous soigner. Il nous a démontré tout ça. Et M. Sainte-Rose ne mange pas n'importe quoi. Il mange les produits de chez lui, faits de chez lui. Et il est beaucoup plus, avec son âge, il est beaucoup plus en forme que nous. C'est ce que je ne comprends pas. Alors, donc, voilà. Alors, ce serait peut-être trop demander à M. Sainte-Rose de lui demander son âge. Il est seulement jaloux, c'est tout. Il est jaloux. Alors, si vous permettez, M. Sainte-Rose, avant de continuer, j'aimerais qu'on soit d'accord sur la définition véritablement, justement, de cette autosuffisance alimentaire dont nous parlons, afin que nous ne débordions pas ou que nous ne fassions pas de hors-sujet, n'est-ce pas? Alors, la définition des... La tout ce qui est souveraineté et alimentaire. Alors, l'autosuffisance. je vous laisse la parole dans une minute, Monsieur Sainte-Rose. Donc, l'autosuffisance alimentaire définit la capacité d'un pays, je vous lis la définition que j'ai trouvée, la capacité d'un pays à satisfaire les besoins alimentaires de la totalité de sa population à partir de sa propre production nationale et donc satisfaire en finalité la demande de tout ce pays. C'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas de petits jardins que chacun fait chez soi. On parle de l'autosuffisance alimentaire pour nourrir la Martinique entière, plus de 350 000 à peu près personnes martiniquais. D'accord. Donc vous pensez, Monsieur Sainte-Rose, que c'est faisable? Enfin, oui, mais pas qu'à penser seulement. C'est un bec irréalisable, puisqu'il faut déjà mettre la Martinique en contexte. Nous sommes dans une île, premièrement, donc pas de frontières terrestres. Nous sommes dans un pays tropical, donc pas d'arrêt végétatif. Nous avons un sol extrêmement fertile, même empoisonné, mais fertile, et nous n'avons que 350 000 habitants à nourrir. Ça veut dire qu'une grande ville de France, à peine. Donc, partez du principe que j'ai un petit mot que je dis souvent, vous crachez, si le crachat ne se casse pas, il pousse. Ça veut tout dire. Ça veut dire, bon, ce qui veut dire que lorsqu'on sait qu'on a un pays, que tout pousse toute l'année, que nous pouvons d'une culture à l'autre reprendre les cultures, nous ne subissons pas d'hiver, donc arrêt végétatif, nous ne subissons pas de mousson, l'eau qui emporte tout, comme on a vu l'année dernière et de plus en plus maintenant, oui. avec le réchauffement climatique. Nous ne subissons pas de sécheresse, déjà. Et nous avons toutes les technologies du monde à portée de main, aussi bien intellectuelles que mécaniques et tout. Qu'est-ce qu'il faut pour nourrir 350 000 habitants? Quel est le besoin alimentaire d'un habitant par jour? Lorsqu'on sait qu'on a plus de 450 feuilles comestibles, combien nous en consommons? Déjà, il faut comprendre, puisque l'alimentation, c'est quoi? C'est apporter le bien-être à l'homme. Et d'abord, il doit être de qualité, de grande fraîcheur et nutritive. Cela, nous l'avons. Seulement maintenant, quand tout a été fait pour que ce développement ne se fasse pas de façon que nous soyons tributaires de l'extérieur, on peut toujours dire non, ce n'est pas possible. Mais madame, excusez-moi, nous avons des légumes que nous pouvons jeter les graines et ça pousse tout seul. Tout. On a besoin de très peu de choses pour nourrir l'homme. Moi, je suis personnellement végétarien depuis 40 ans. Je ne mange pas de viande, je ne mange rien que des végétaux. Et je ne crois, comme a dit si bien M. Adélaïde, je ne me porte pas trop mal. En fait, bon, je vous voulais savoir, j'ai 81 ans. Ah, waouh! Oui. Bravo! Oui, bon, bien sûr. Excusez-moi. Donc, lorsque nous savons que nous avons dans ce pays 101 microclimats, que nous avons, je ne sais pas, qu'est-ce qui ne pousse pas chez nous? Autant les produits déjà endémiques qu'on a trouvés là, qu'on n'a pas développés, et toutes les possibilités que nous avons pour introduire, c'est-à-dire augmenter notre flore. Ce qui se fait, mais ça se fait un peu en tatimini. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il y a une chose d'abord qu'il faut faire remarquer, c'est que nous sommes dans une continuité qui ne répond pas à la réalité. Lorsque vous parlez avec les paysans d'aujourd'hui et vous leur demandez qu'est-ce qu'ils font. Quand je suis arrivé en Martinique, il y a 46 ans, il y avait une certaine réalité. Mais les choses ont évolué. Les besoins ont évolué. Les habitudes ont évolué. C'est ça. Et aujourd'hui, on trouve que ces mêmes paysans-là sont encore attachés à des productions non seulement qui ne donnent plus, que les gens ne Là, consomment. vous parlez des petits producteurs. Je parle de ceux qui sont susceptibles de nourrir la population.
D'accord. Alors, si vous permettez, on va revenir justement sur le type de production que nous avons ici en Martinique et on verra dans quelle mesure on peut biaiser un petit peu ce propos parce qu'il y a à dire. Mais j'aimerais me tourner, si vous le permettez, vers M. Kabil, que nous remercions encore pour sa présence. Monsieur Kabil, vous, à votre niveau, vous faites un réel travail avec le kombucha déjà. Est-ce que vous pourriez un peu présenter les vertus de ce que vous faites? Et puis également, pensez-vous réellement qu'avec, à votre niveau, on va laisser le curseur au niveau de santé naturelle, c'est ça? Oui. Santé naturelle, pensez-vous vraiment que cet apport est suffisant pour notre île? Ça veut dire que ça reste quand même un sujet extrêmement difficile, mais comme on dit, rien n'est impossible. On peut tout. Parce que quand je regarde, bon, je peux dire le kombucha, j'utilise que tout ce qui est végétaux, tout ce qui est à nous, ici. Et si je fais allusion encore par rapport à... Nous mangeons beaucoup de patates, et nous avons des propres patates ici. Et si on plante des patates, si pas fait, eh bien, on a les feuilles. Combien on peut faire avec les feuilles, la pelure des patates, les branches de patates? On peut faire des calalous, on peut faire des acras. Et c'est très, très, très nutritionnant. Ça nous rapporte beaucoup. Ça nous tient vraiment vigilants. C'est bon pour l'éjaculation précoce, les gens qui ont compte de certains problèmes. Et c'est aussi bon pour tout ce qui est au niveau de cancer. Et se nourrir avec ce que nous avons, je crois que c'est une bonne chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, on aura besoin beaucoup, ce qu'on appelle de vivre ensemble pour réaliser de telles choses. Alors, la pharmacopée locale, on le sait tous, hein, notamment durant la pandémie du Covid, on a eu à se tourner vers un certain nombre de plantes, de choses locales que nous avons, qui ont beaucoup aidé la population d'ailleurs. Donc ça, c'est totalement indéniable que nous avons une richesse dans notre pharmacopée locale. Maintenant, la question de l'autosuffisance, on y revient. Est-ce que, selon vous, on pourrait se cantonner justement à cette pharmacopée? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'ouvrir les horizons vers ce qu'il y a ailleurs? Est-ce que vous restez aussi sur cette idée que la souveraineté alimentaire et même médicale, pourquoi pas, et on a tout ici, vraiment? Je n'ai pas dit qu'on a tout ici, puisqu'on a quand même besoin. Il ne faut pas penser qu'à nous seulement, nous ne sommes pas seuls sur l'île. Il y a tellement de choses que je vois que les gens, il y a des choses qu'on ne mange pas et d'autres vont manger. Et on n'a pas vraiment tout. Il y a toute une transformation qu'on peut faire avec ce qu'on a. Mais est-ce que c'est suffisant? Il faut voir les agriculteurs, il faut voir comment on produit, parce que vous savez que nous avons très peu de terre et la plupart sont encore abîmées, polluées. Et il y a encore des terres en fiche, mais qui appartiennent à qui? Même si on arrive à prendre toutes ces terres pour pouvoir produire, je crois qu'il y a quand même une analyse à faire pour savoir que si on a assez, pouvoir produire et pour nourrir toute la population martinique. C'est ça. Voilà, je me tourne vers vous, Monsieur Picot. Alors, en transition avec ce que disait Monsieur Kabil à l'instant, 40% de nos terres sont réservées à l'agriculture de canne à sucre, banane, qui sont tous voués à l'exportation. Donc, il ne nous reste pas à nous énormément de terres. Alors, la question demeure la même, souveraineté alimentaire avec la terre qui nous reste, la politique agricole qui est faite ici en Martinique, est-ce réalisable? Je pense quand même qu'il faut dire que c'est réalisable, mais sur une durée très très longue. C'est-à-dire que, à mon avis, mais qui n'engage que moi bien évidemment, je pense que ce seront peut-être les petits-enfants de mes enfants qui verront peut-être effectivement... on va dire, on va approcher les 90% de souveraineté alimentaire si on s'y met maintenant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un vrai travail à faire. Et dans un premier temps, sur un plan fiscal, parce qu'il ne faut pas oublier que si l'État n'a pas décidé de mettre la souveraineté au cœur de ses préoccupations, les choses ne pourront pas avancer réellement. Si les choses étaient aussi simples que ça, on n'aurait pas eu autant de suicides chez les agriculteurs. À l'heure actuelle, au national, c'est peut-être l'un des corps de métier où il y a le plus de suicides. Ici, l'agriculteur moyen et le petit agriculteur est en difficulté financière. Ce n'est pas nouveau pour personne ici. Et je pense que, à écouter ces messieurs, j'ai l'impression qu'ils oublient aussi ces paramètres-là. Et puis,
J'insiste vraiment sur la situation des petits agriculteurs, puisque leur situation fait qu'ils rentrent dans une espèce de spirale infernale, puisque s'ils ne sont pas à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, ils n'ont pas droit aux subventions. Donc, on se retrouve dans le cas d'un agriculteur qui n'aura pas forcément d'argent parce qu'il a eu des soucis sur sa récolte, ou il a eu une maladie sur ses oranges ou ses citrons, par exemple, qu'il est obligé de tout raser. Malheureusement, en plus de ça, en Outre-mer, il faut savoir que les agriculteurs n'ont pas droit aux assurances, ou en tout cas, aucun assureur ne veut suivre les agriculteurs ultramarins, en tout cas les petits agriculteurs, sur les risques comme on peut avoir des agriculteurs en France, sur de la perte d'exploitation par exemple. Donc ce petit agriculteur qui, lui, perd sa récolte de citron, eh bien, il sera en difficulté pour payer ses employés et encore plus, par extension, à se payer lui et payer ses cotisations fiscales et sociales. Donc il n'arrive pas à payer. Bon, il fait appel à des subventions, on va lui dire, ouais, monsieur, vous n'avez pas payé vos impôts, vous n'êtes pas à jour au niveau de vos caisses non plus, eh bien, on vous prête rien. Donc, il y a tout un cadre fiscal à aménager, à mon avis, pour déjà faire en sorte que les agriculteurs, du très petit agriculteur au très gros, puissent avoir une santé financière relativement normale, pour pouvoir après permettre qu'ils puissent se développer et nourrir la population. C'est ça. Mais si on ne fait pas déjà ce premier pas-là, ça va être compliqué. Après, il faut aussi voir l'aspect sociologique. On ne peut pas du jour au lendemain dire à la population, oh, écoutez, c'est fini les supermarchés, et puis vous allez chez Monfinote, chez Monsieur Intel, et puis c'est comme ça et pas autrement. Il faut pas oublier qu'on est dans un monde où plusieurs acteurs économiques tirent la couette un peu de leur côté, et que de toutes les façons, chaque lobby va militer, puisque il ne faut pas oublier que si vous développez effectivement cette autosuffisance, vous retirez le pain de la bouche de certaines personnes qui ont fait qui vivent à l'heure actuelle du contexte économique qu'on a en ce moment en Martinique. Donc, il ne faut pas être utopique et se dire, eh bien, comme ça, en claquant des doigts, eh bien, c'est bon, on va dire à tout le monde d'acheter chez l'agriculteur du coin, et puis ça va fonctionner. Adélaïde n'a pas l'air très content de ce que vous dites, alors dites-nous tout. Je ne suis pas content du tout. Qu'est-ce qui vous Je gêne peux dans ce qui ouvrir a été une dit? grande parenthèse? Bien sûr. Une très grande parenthèse. Depuis tout jeune, mon père possédait qu'un demi-hectare de terrain. Il avait un mandarinier avec 2 cochons. Il mettait de l'herbe, des grosses herbes épaisses, il faisait de couteau. Et chaque fois la boue commençait à apparaître, il était allé chercher des grosses herbes. Mais moi aussi, j'étais Adam, qui apportait des grosses herbes. Quand il y a un mois, il faut que je charge la l'eau. Et quand le mois de mai arrivait, il faisait 2 piles de fumier de cette hauteur-là pour le permettre de sécher. Et quand les vacances arrivaient, nous, on avait vacances, c'était pour charger le fumier dans tout le terrain, pour mettre derrière les fosses d'igname. Avec ce petit hectare, et demi-hectare de terrain, il avait beaucoup d'igname. Il avait beaucoup de bananes cônes, gros bananes jaunes, beaucoup de tinets. Et les tinets, il le vendait en donnant que 10 régimes par vendeur qui venait. Ils voulaient tous, non, je vais 10 régimes, parce que je ne vais pas venir, tout le monde les mains. Je vais 10 régimes, je vais 10 régimes, je vais 10 régimes, je vais 10 régimes. C'est ça qu'ils faisaient. Je peux vous dire que quand on allait fouiller les ignames, on descendait la vallée au moins jusqu'à là, au Rhin. Et il ne fallait pas qu'on les coche. Et quand on arrivait au marché, ma mère pouvait couper les morceaux selon ce que les clients. C'était blanc. Et tout le monde est capable. Maintenant, ils veulent des petits machins comme ça. Combien de fosses d'igname qu'il faut avoir pour avoir 200 000 fosses d'igname pour une tillame qu'on soit pour manger? Alors qu'avant, les gens acceptaient qu'on coupe par morceaux. Ce que je veux dire, ajouter, à la campagne maintenant, on plante des bambous et des canons. Pourquoi? Parce que le gouvernement actuel, qu'est-ce qu'il fait? Il ponctionne les héritiers. C'est-à-dire, le gouvernement veut 60% de ce que vous héritez, et le notaire veut sa part, il reste que pécadille pour ceux qui héritent. Qu'est-ce que les héritiers font? Le cas qui ça tomber. Et puis c'est bambou et puis canon qui a poussé. Et la campagne, je peux vous dire, je suis à la campagne. Je vais monter cet esprit partout. Ni t'es vite concon. Maintenant, le mais c'est pas concon, c'est qu'on grandit et grand. Si, à force, ni t'es vide. Et puis, on me dit qu'on ne peut pas nourrir la Martinique. On peut nourrir la Martinique. Il faut arrêter qu'on dise ça. Monsieur Adélaïde, c'est ça. Il faut un contexte fiscal. Si demain, il n'y a pas une fiscalité qui est avantageuse pour l'héritier ou autre, je reprends l'exemple que vous venez de citer.
à ce jour-là, vous pensez que quelqu'un peut sortir de là où il sort et puis vendre en gros pour des agriculteurs? On n'a plus le droit. Demain, juste, il fait ça pendant 6 mois, il reçoit l'appel de son banquier qui lui dit, mais attendez, monsieur, il y a des mouvements de cash J'ai qui pas très bien tombent. compris ce que vous venez de dire. Mais déjà, la question la plus importante dans le débat, avant de vous laisser la parole, la question la plus importante, c'est de savoir si le métier d'agriculteur aujourd'hui est un métier d'avenir. Vous parliez de terrain, il y a beaucoup de terrain, mais s'il n'y a personne pour travailler la terre et pour justement alimenter le peuple martiniquais, comment on s'y retrouve? Vous vouliez dire quelque chose, oui, Monsieur je Saint-Prost? pense qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. Si on veut parler de la souveraineté alimentaire, il faut parler de façon réelle et ce qui peut être fait et qu'on ne fait pas. Déjà, à la base, on n'a jamais pris en considération le travail d'un paysan martiniquais. C'est ça. Déjà. Ensuite, il faut savoir, la Martinique, c'est une mosaïque où les gens ont des très petits lopins de terre, puisque la terre martiniquaise n'appartient pas aux Martiniquais. Déjà, vous l'avez dit vous-même, ce sont les lobbies. Bon, je n'ai rien à dire là-dessus, puisque ça date depuis le XVIIe siècle. Bon, et on n'a pas reposé à plat l'histoire des concessions, puisque Exact. les béquets dont on parle, Les colons. non, je dis les béquets, n'ont pas acheté de terre, d'accord? Et depuis qu'on les a installés, les concessions se sont renouvelées, on ne les a jamais remis en cause, d'accord? Donc, ce qui fait que les nègres que nous sommes sous les modes, comme disait si bien, donc pas de mécanisation au départ. Ça, c'est une page de l'histoire. Maintenant, revenons à notre réalité aujourd'hui. On ne va pas s'endormir dans l'histoire. Déjà, même comment, dans ces 40 dernières années, le peu qu'on avait comme agriculture a disparu. Dans ces 40 dernières années. Puisque, comme j'ai dit, quand je suis arrivé en Martinique, la Martinique produisait encore 33%. On avait des bœufs, on avait le mouton, on avait le cochon, on avait tout ça. Aujourd'hui, qu'on a tous les moyens, mais on nous les a enlevés. Si on n'est pas venu à produire que 3%, ça veut dire qu'on n'a produit rien du tout. Nous sommes 100% tributaires de notre pain de l'extérieur, alors que chaque pays possède les moyens nécessaires pour nourrir son peuple. D'accord? Or, nous sommes dans un pays, comme j'ai dit au départ, que tout pousse. Mais y a-t-il eu un plan réel de développement de l'agriculture pour nourrir la population martiniquaise? Ce plan n'a jamais existé. On parle de plan quinquennat, de plan ceci, de plan cela. On verse des subventions matin, midi et soir. Plus on verse des subventions, moins il y a de paysans. Cherchez l'erreur. C'est ça. Cherchez l'erreur. Donc, excusez-moi. Oui. Quand les lobbies sont arrivés, quand certains hommes politiques ont été mis en place par ces lobbies-là, quel était leur rôle? Leur premier rôle, c'était de détruire l'agriculture et se dire, de toute façon, nous ne sommes pas nombreux, l'Europe pourra nous nourrir. Et c'est ainsi qu'on a fait astucieusement disparaître l'agriculture et implanter ce que j'appelle des jardins climatisés. Ce qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à nous battre pour nous nourrir dans un pays d'abondance. La Martinique est un pays d'abondance, ça on peut le dire, mais cette abondance est délaissée. Nos mangos se gaspillent, nos fruits à pain pourrissent, nos bananes pourrissent. Bon, dites-moi comment. Nous sommes une république bananière, que chaque semaine, des tonnes et des tonnes de bananes sont mises à l'écart par la loi du Codex Alimentarius, vous voyez, le calibrage, la codification des aliments, et qu'en même temps, la Martinique importe des bananes congelées du Vietnam, du fruit à pain congelé du Vietnam, de la Christophine congelée de Costa Rica. Donc, il y a quand même une politique correcte à mettre en place. Est-ce qu'on veut qu'il y ait des vrais paysans pour nourrir? Puisque la vision qu'on a donnée aux paysans martiniquais au départ, je suis moi-même paysan, on ne nous a jamais dit qu'on va devenir pour nourrir notre peuple. On nous a dit, tu vas produire 1 hectare de tomates, tu vas récolter tant de tonnes de tomates, puisque sous le papier, il n'y a pas d'échec. D'accord? Tu vas les vendre à tel prix et tu auras tant d'argent. C'est-à-dire que la vision qu'on a mise dans la tête du paysan martiniquais, c'est de faire de l'argent. À aucun moment, on a mis dans sa vision, tu as un rôle
capital, c'est de nourrir ton peuple. C'est ça. Alors, merci, Ça, Monsieur c'est déjà la Sainte-Rose. première chose. Merci de ces éléments que vous apportez. Monsieur Kabil, savez-vous quand, et Monsieur Sainte-Rose me dirait si j'ai tort, j'espère pas, que dans les années 30, la Martinique était autosuffisante. La Martinique a été déjà autosuffisante, n'est-ce pas? Et avec l'arrivée d'ailleurs des prix uniques, Monoprix, des premiers supermarchés, ben, au fur et à mesure, avec la mondialisation, les Martiniquais se sont tournés, ont préféré, ont fait le choix, ou leur a-t-on imposé de se tourner vers les produits de l'extérieur, Oui. même les produits de première nécessité? Qu'est-ce que Oui, vous en pensez? oui. Est-ce qu'il y a pour vous une corrélation entre autosuffisance alimentaire et développement économique de la Martinique? Madame Ninon, savoir que je rejoins M. Sainte-Rose, mais on a quand même aujourd'hui des vraies puissances qui essaient de nous empoisonner et de mener en bateau. Et quand je regarde tout cela, ils veulent prendre la plupart des terres que nous avons pour faire des supermarchés, par exemple. Mais c'est de là qu'on va nous prendre, le peuple. Et les gens qui vont se soulever, même pour gréver, ils auront plus de boulot parce qu'il faut barrer par là, il faut barrer par là. Et ils savent que chaque fois qu'il y a un mouvement comme ça, nous, le peuple martiniquais, les deux premières des choses, dès qu'on entend grève, on projette dans les supermarchés pour faire notre cause. Ah oui, on remplit nos caddies, on remplit chez soi. Ça revient à ce que je disais. Ouais, c'est tout à fait. Il faut travailler les habitudes aussi. Mais fait. ça ne se fera pas Du jour au du lendemain. jour au lendemain. Moi, je pense que cette lutte, on peut la comparer au féminisme. Les progrès qu'on a maintenant, c'est grâce aux suffragettes d'il y a plusieurs décennies. Donc, un changement sociétal ne se fait que par tranche et il faut y aller étape par étape. Mais on ne peut pas dire demain on sera autosuffisant. C'est pas possible. Mais je vais vous ajouter quelque chose, si je peux me permettre. Mais en Martinique, on a eu beaucoup de présidents d'agriculture. Mais ils se sont occupés de leur agriculture. Par exemple, en Martinique, il y a eu beaucoup de présidents d'agriculture. Mais ils s'occupaient d'eux-mêmes. Ils ne se sont pas fait de présidents pour l'agriculture de la Martinique entière. Je vais ajouter quelque chose. La pomme de terre que nous mangeons, c'est fait en France, en Allemagne, en Amérique. Mais là aussi qu'on a utilisé les chlordécones. Mais on ne dit pas qu'il ne faut pas les manger. Mais le chlordécone a été utilisé plus longtemps ici parce qu'il y a eu dérogation. Voilà ce que je voulais ajouter. Je laisse. Je te dirais même, il n'y a jamais eu de président de chambre d'agriculture en Martinique, il n'y a jamais eu de président de chambre d'agriculture en Martinique. Et je parle en connaissance de cause. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis paysan. D'accord? J'ai fait un plan dans les années 96 pour développer. Or, puisque moi, j'observe ce qui se passe autour de moi. Dans mon plan, j'avais marqué que je veux planter 1000 mètres carrés de gingembre. Et quand j'ai présenté mon plan aux instances agréées, il me dit, mais monsieur, vous avez mis du développement du gingembre dans votre plan. Non, on ne cautionne pas ça. Je lui dis, mais pourquoi on ne cautionne pas ça? Mais le gingembre, ça se fait, ça se vend en Martinique. Ah non, 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 ce n'est pas dans notre programme. C'est-à-dire que les programmes sont établis à 7000 km. Et les chambres d'agriculture ne sont pas gérées directement, ils sont gérés par les gros lobbies. C'est ce qu'on demande aux gens de faire sans tenir compte de la réalité. Alors que je parle du gingembre, quand vous regardez au mois de décembre, nous recevons des tonnes de gingembre venues de la Dominique, qui est un plateau d'achat. La Dominique ne produit pas tout ça, qui est un plateau d'achat. Si on peut le faire venir et l'acheter, pourquoi ne pas le produire? Mais dans le plan de développement de l'agriculture martiniquaise, on n'en a jamais tenu compte du plan de l'alimentation du peuple martiniquais. Si aujourd'hui le peuple martiniquais se trouve aussi malade dans un pays où tout est médecine, puisque vous parlez de plantes médicinales et autres, non, non, il faut qu'on sorte dans ça. Tout aliment est médicament, pas au principe. Notre rôle, ce n'est pas de planter des plantes médicinales pour soigner des maladies. Le paysan, son rôle, c'est de nourrir correctement son peuple pour qu'il ne tombe pas malade. Il y a une nuance, normalement. Et quelle est la plante qui pousse chez nous, qui ne soit pas médicinale ou qui ne soit pas alimentaire? Mais la question que je vais te poser, c'est toi justement que tu en parles du gingembre. C'est vrai qu'on n'a pas du tout ici en Martinique. Oui. Et est-ce qu'on peut en planter en Martinique? Mais le gingembre est un rhizome qui pousse à l'état sauvage, qui pousse comme n'importe quel rhizome. Ça devient très rare en Martinique. Mais pourquoi? Puisqu'il n'y a pas la culture, il n'y a pas le plan de développement de la Martinique pour le besoin des Martiniquais.
Mais Monsieur Sainte-Rose, vous répétez ceci depuis un moment, mais il y a des subventions qui existent. Et justement pour aider l'agriculture martiniquaise. Et c'est ça. Et pourquoi est-ce que c'est décrié, c'est dénoncé, que ce sont les grands agriculteurs qui en profitent de tous les fonds européens, etc. qui existent? C'est pas distribué pour les petits agriculteurs. Alors, est-ce que la question est vraie? Mais non, on ne peut pas dire ça. C'est accessible à tous. Mais quelles sont les raisons, selon vous? Non, les fonds européens et les démarches sont ouvertes à tous. Mais pourquoi? Justement, apportez-nous les raisons. Les téléspectateurs veulent savoir pourquoi est-ce que les petits agriculteurs n'aient pas accès. Vous avez, M. Picot, tout à l'heure donné une raison, les cotisations sociales n'étant pas à jour, etc. Mais il y a plus simple. Au-delà de ça. Pour monter ce genre de dossier, il faut du temps. Quand l'agriculteur est tout seul et qu'il doit déjà faire de la comptabilité, s'occuper de sa vie de famille, et puis essayer de se battre pour sauvegarder ses plantations, il n'a à aucun moment le temps de prendre son ordinateur et puis de remplir le dossier qui est épais comme ça pour avoir droit aux subventions. C'est ça la différence par rapport aux très gros agriculteurs ou ceux de taille moyenne qui peuvent payer des cabinets qui s'en occupent à leur place. Donc en fait, c'est l'histoire du chat qui se mord la queue. Permettez-moi de vous dire que tout est mis en place pour faire disparaître la petite agriculture martiniquaise de façon pour qu'on ait dans les lobbies. Je peux vous le dire. Moi, quand j'ai fait ma formation en gestion, en gestion agricole, j'expliquais, et je prenais le cas de la tomate. Je disais, mais comment se fait-il que nous produisons de la tomate, puisque le coût de la production, le coût de la main-d'œuvre agricole en Martinique, un petit paysan ne peut pas payer un employé. Il n'a pas les moyens pour cela, puisque le coût par rapport à la loi française est trop élevé. Et en plus, vu la concurrence déloyale qui se fait, quand il arrive, si toutefois il récolte, bon, il va aller commercialiser ses produits où? Soit il va le mettre dans une coopérative qui fait la pile le bon temps, soit il va aller sur un marché. Mais le marché, où se trouve le consommateur martiniquais? Il n'est pas sur le marché martiniquais. C'est pourquoi la plupart de nos marchés, c'est peau de chagrin. Puisque le consommateur martiniquais ne va pas sur le marché. Pourquoi? Puisqu'il trouve que le prix que vend le paysan est trop cher. Plus élevé que ce qu'il peut trouver au supermarché. C'est ça. Mais parfois même plus joli en plus en termes de visuel. Le pourquoi. Ce n'est pas une volonté du paysan. Moi, personnellement, si un paysan devait vendre sa tomate au prix de sa production, bon, ça allait coûter 15 €. Hier, j'ai vu un kilo de tomates 20 € dans un magasin. Tomates importées. 20 €. Excusez-moi. Quand je regarde ça, je dis, ouais, mais même si on me dit que c'est bio, c'est quand même 20 €. Et surtout qu'il y a des Martiniquais, c'est pour les Martiniquais qu'on le met là, qui vont quand même acheter ces tomates. D'accord? Bon, mais il faut savoir une chose, que le paysan martiniquais, il est tributaire de tout. Quasiment de tout. On lui envoie des semences, il n'a aucun contrôle sur les semences. Alors, par le passé, on nous donnait des semences de première catégorie. On pouvait les planter, on pouvait récolter. Aujourd'hui, vous plantez, les tomates fleurissent, vous ne sortez pas une tomate. Dans les mêmes conditions de production. Pourquoi? Bon, on peut vous dire, oui, avec le changement climatique, il fait un peu plus chaud, ok, je veux bien entendre tout ça. Donc, à ce moment-là, il faudra peut-être mettre dans l'esprit du paysan de déplacer ses cultures, attendre que la période un peu plus humide pour qu'il puisse planter ses tomates. Malheureusement pour lui, s'il va aller planter ses tomates dans la période la plus humide, il y a un excès d'eau. Du coup, niet, il perd tout. Conclusion, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, retour vers les jardins climatisés, puisqu'on n'a aucun contrôle sur nos semis. Et quand je disais qu'il faut reconsidérer, puisque je suis quand même, je ne dis pas je suis chercheur, mais tout comme, bon, reconsidérer nos besoins alimentaires en fonction du climat qui sévit maintenant. Est-il nécessaire de planter de la tomate pour nous nourrir? Si on sait, on parle d'alimentation. Attention, bon, les produits, un produit peut remplacer un autre. Donc maintenant, le travail qu'il y a à faire, c'est quels sont, avec ce changement climatique, si vraiment ça nous impacte, je dirais oui, par observation, oui, et le climat nous impacte. Juste une petite parenthèse, en tant que paysan, nous avons de la pluie depuis la fin juin. Nous sommes presque mi-novembre, on a toujours de la pluie.
C'est du jamais vu. Quel est le rôle, quel est le travail d'un paysan à ce moment-là? Comment il peut produire? Qu'est-ce qu'il va produire? Si jamais il produit, qu'est-ce qu'il va récolter? Bon. Et nous avons un autre fléau qu'on nous a importé ici, c'est l'escargot, que j'appelle ça une lutte bactériologique contre nous. Cet escargot, pourquoi on l'a introduit, qui fait tant de ravages dans les cultures? Alors, il faut chercher, messieurs, dames, les choses paraissent simples, ce n'est pas vrai. Il faut rentrer dans le fond des choses pour comprendre. Moi, je suis paysan, je fais de la recherche à mon niveau en agriculture. Je fais aussi l'observation, puisque je suis aussi dans le domaine de la santé, déjà, puisqu'on ne peut pas avoir un pays avec la mer toute l'année, le soleil toute l'année, de la veille de toute l'année, et un peuple totalement malade. Donc, il y a un problème. Il faut chercher le problème. Puisque ici, pour vous dire vrai, la maladie, on ne devait pas le connaître. La maladie, on ne devait pas le connaître. Puisqu'on a tout pour traiter toutes les maladies. Nous avons la meilleure biodiversité du monde. Et tous les médicaments du monde sont ici des plantes. Donc, on a tout ce qu'il faut. On ne peut pas faire plus de transformation avec nos propres produits, parce qu'il y a des saisons, par exemple... Mais de quelle transformation? Oui, mais on n'a pas de transformation à faire. Comment on regarde, par exemple, quand on va dans le supermarché des boîtes de cassoulet, des boîtes de raviolis, comme ça, on peut faire nos propres... par exemple, vous avez le tinin, on peut le couper en rondelles, et par exemple, mettre en boîte. Alors là encore, c'est une question de culture. Excuse-moi de t'interrompre, puisque ça aussi, c'est le travail que je mène depuis une quarantaine d'années. Bon, pourquoi vouloir faire du cassoulet? Il faut tenir compte des cultures des peuples. Quand l'Occident fait du cassoulet, quand l'Occident fait de la réserve, c'est une logique, puisque l'Occident a un arrêt végétatif où il ne peut rien produire et il faut qu'il se nourrisse. Donc, il fait des conserves, il fait des réserves. Ici, on n'a pas d'arrêt végétatif. Donc, on peut manger en saison et du frais toute l'année, ce qui n'aurait pas impacté notre santé. Il ne faut pas oublier les périodes cycloniques. Il peut y avoir n'importe quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Non, les études sont faites. On peut se préserver là encore. Monsieur Kabil, je vais vous répondre. Les périodes cycloniques, on en a eu plus qu'on a maintenant. D'accord? On en a eu plus, ça fait des années, on n'a pas de cyclone. Mais que faisaient nos grands-parents ou nos arrière-parents? Ils avaient le Dame Jeanne. Hein? Où ils savaient que la période cyclonique va arriver, il y a le stock de sel, le stock de riz, le stock de farine de manioc, le stock de pois dans les Dames Jeanne. Et il n'y avait pas de frigidaire. séché. Il n'y avait pas de frigidaire. D'accord? Et pourtant, personne ne mourait de faim. Au jour où nous sommes là, il y a moins de cyclones. Qu'on le veuille ou pas, il y en a moins. Mais nous avons aussi, c'est un peu mon travail, des légumes que nous pouvons récolter sans avoir besoin d'électricité, puisqu'il faut aussi se méfier. En période cyclonique, on peut rester sans électricité. Mais nous avons des légumes que nous pouvons garder 5 mois. On va les récolter juste avant la période cyclonique, donc vers le mois de juillet, et que nous pouvons les garder 5 mois sans que ça s'abîme. Voilà. Ça, c'est déjà une chose. Nous l'avons dans notre environnement. Qui a fait les études pour le mettre en avant? Personne. Et quand je parle de souveraineté alimentaire, je pense savoir. Comme M. Picot dit, oui, c'est possible, tant mieux, mais il le voit dans le temps. C'est logique. Mais nous qui sommes sur le terrain, nous qui étudions, qui côtoyons tous les jours les plantes et tout, et nous qui voyons grosso modo comment le peuple peut mieux se nourrir à moindre frais, puisque tout est aliment autour de nous, seulement la connaissance n'est pas diffusée. La connaissance n'est pas inscrite. C'est donc une volonté, vous dites que c'est une volonté... C'est une volonté délibérée. Je vais vous donner un exemple tout simple pour mieux comprendre. Bon, nous sommes dans un pays tropical. Prenons par exemple les légumineuses, les pois. Les pois qu'on peut garder 1 an après récolte sans besoin de frigidaire ou de quoi que ce soit. Combien de variétés de pois qu'on vend dans les linéaires? 2, rouge et blanc, et un peu de lentilles. Combien de paysans qu'une seule école agricole en Martinique a appris à produire du pois? Combien? Ce n'est pas inscrit dans la formation scolaire agricole. D'accord? On essaie de parler du pois d'Angola. Tiens, nous allons arriver dans la période du pois d'Angola. Vous allez voir déverser des tonnes de pois d'Angola venus du Pérou, hyper traités et OGM. Attention, OGM, hyper traité à 80 centimes le sachet. Alors que le pois d'Angola pousse
toute l'année, même si ça ne produit pas toute l'année, mais ça pousse toute l'année. Mais quelle politique qui a été mise en place C'est ça. pour développer le poids d'Angole? Alors, merci, vous me permettez, si vous le permettez, monsieur Sainte-Rose, de poser la question suivante à tous nos invités, dont vous, bien sûr. Manger aujourd'hui devient un acte presque militant. C'est un acte militant. C'est un acte militant, selon vous, à vous entendre, c'est ce que j'en conclus. Monsieur Picot, qu'est-ce que vous en pensez? Vous mangez, quand vous mangez, vous avez l'assiette devant vous, vous militantez quelque part ou pas? Ben, je pense qu'on est tous militants, effectivement, grâce à notre fourchette et notre couteau. Après, effectivement, je pense que quand on parle de manger en tant qu'acte militant, je pense que ça a avant tout aussi quelque chose un loisir de riche. Parce que je pense que la personne qui n'a pas beaucoup de moyens, elle achète ce qu'elle peut. Et je vois M. Adelaide qui secoue sa tête, mais il faut remettre les choses dans le contexte. C'est pas comme avant où, comme vous avez le Martiniquais qui n'a pas beaucoup d'argent, n'a pas un demi-hectare autour de lui, hein, et il a un petit morceau de balcon, il peut rien faire pousser. Et il y a aussi le cadre sociologique. Il a des habitudes alimentaires. Vous n'allez pas lui dire, eh ben, va acheter la dachine à je ne sais pas combien d'euros le kilo. De toutes les façons, il ne peut pas. Il peut pas. Donc, ni la tomate à 20 euros le kilo. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le paquet de conserve, le steak à moins d'1 euro, etc. Parce que, de toutes les façons, il n'a pas le choix. Donc, effectivement, ceux qui ont les moyens, ils peuvent se permettre de militer avec leur assiette, mais c'est pas à la portée de toutes les bourses, à mon avis. Vous permettez que cette question-là est posée. C'est-à-dire que permettre aux Martiniquais de manger à sa faim au moindre coût. Bon, c'est un peu aussi le travail avec vin. En ce moment, je dispense des cours pour les personnes qui bénéficient des boutiques solidaires. Quels cours que je donne? Bon, nous avons des produits qui ne coûtent absolument rien. Ça veut dire que 1 euro le kilo, grosso modo. 1 euro. Mais c'est divers. Mais quand il n'y a pas de production, certains produits vont coûter cher. Bon, vont coûter cher. Mais il y en a des produits, je prends un autre exemple. Tout à l'heure, j'avais commencé avec les pois, que nous avons plus de 60 variétés de pois. Le lait de soja que nous achetons, on n'a pas besoin d'acheter du lait de soja, puisqu'on produit du soja en Martinique. J'ai été producteur de soja. J'ai été producteur de lait de soja en Martinique. Vous voyez? Donc, mais on a tant d'autres pois pour produire du lait. Pourquoi faut-il importer du lait, puisque maintenant les gens ont compris le danger du lait de vache et leur santé est impactée. Maintenant, on produit des pois, des variétés, et il y a une multitude de variétés où on pouvait produire nous-mêmes notre lait. D'accord? Mais il n'y a pas de politique de développement réel. Bon. Ça revient à ce que je disais au Oui, début. Mais si c'est une question tout politique. En haut, on ne décide pas qu'on met la souveraineté au cœur de nos préoccupations. Il n'y a pas de politique en Martinique, puisque nous sommes sur une hégémonie alimentaire décidée par les lobbies sous place et le gouvernement français. Et ça, c'est clair et net, et ça peut se démontrer. Bon, nous prenons la papaye. La papaye qui n'est pas le légume, qui est le symbole de la souveraineté alimentaire. Monsieur Picot, vous prenez une papaye. Il y en a de toutes les gouttes. Les gens vont vous dire, ah, la papaye est malade, ceci, cela. Oui, c'est vrai. Une époque, dans les années 80, encore, on nous a introduit des variétés de papaye malades à l'idée de faire du développement de papaye pour faire l'exportation. C'était la papaye solo. Et ça a emmené cette fameuse maladie venue d'Hawaï qui a empoisonné nos papayes. Seulement, aucune politique de développement agricole ne s'est penchée sur cela, puisque la papaye, c'est une plante endémique qu'on trouvait partout, dans les champs, dans les prairies. Donc, pardon, les instances de l'époque, une fois qu'ils ont échoué leur tentative, ils ont laissé partir à la dérive. D'accord? Je me permets de le dire, et sans fierté, c'est quand j'ai vu ça en 1997, j'ai dit, mais attention, je suis né dans un pays où la papaye pousse. Donc, il faut réagir. Nous avons réagi, j'ai réagi, excusez-moi, j'ai tout parlé de sur moi, et j'ai dit, il faut produire de la papaye. Aujourd'hui, on trouve de la papaye partout en Martinique. Mais vous prenez une papaye, 1 kilo de papaye, c'est vrai, en ce moment, déjà le Martiniquais n'est pas papaye. Vous voyez, il y a une éducation alimentaire à faire et une éducation
culinaire à faire. C'est ça aussi mon travail. Monsieur Sainte-Croix, je me permets de poser une question. Pourquoi vous n'avez jamais... Vous êtes déjà présenté des élections pour des chambres consulaires pour justement pouvoir mettre un pied dans ce milieu? Parce que si vous avez d'aussi bonnes idées, il faut les partager. Monsieur Picot, ça se Il- voit il que vient de vous ne naître. savez pas. Il vient de naître. Vous savez pas exactement, Monsieur Saint-Oc qui est à côté de vous, c'est pas un homme politique. C'est pas un politicien, c'est un homme politique. Attention, j'ai fait une différence entre un homme politique et un politicien. D'accord? Vous voulez la différence? Ah, faites-moi plaisir. Ah oui, faites-nous plaisir. On vous C'est écoute. vrai. Bon, j'ai un peu mon vocabulaire à moi. Un politicien tel que nous en avons tout plein, nous en avons eu tout plein. Sachez, c'en est un qui était député ou sénateur, je ne sais pas trop, et qui avait dit, 1er mai 1980, on n'a pas besoin de produire en Martinique, l'euro va nous nourrir. Je vous le dis, je vous donne déjà à peu près l'époque, la date, je ne vous donne pas le lieu. Bon, et à partir de là, j'ai vu la disparition, le déclin de notre agriculture. Et tous ceux qui sont venus après lui, on n'a rien fait. On a fait beaucoup de caricatures, beaucoup de semblants. Et je peux vous citer un certain nombre de produits, que ce soit l'igname, la patate douce, tout ça est en voie de disparition. Nos ignames sont en voie de disparition. On a perdu beaucoup. Et les institutions qui ont été plantées ici, qui étaient susceptibles de nous faire nous développer, nous ont enveloppés. Super, et c'est sur ces derniers mots, je serai obligée, désolée de vous interrompre là-dessus, parce que nous devons maintenant passer à la rubrique de la tribune digitale pour répondre à la question d'un de nos téléspectateurs. Tout de suite. Alors, la question est la suivante, chers invités. La solution, selon ce téléspectateur, puisque vous le savez, chers Itata, nous avons nos comptes TikTok, Facebook et également Instagram. Nous vous posons un certain nombre de questions. Vous pouvez y aller quand vous voulez et participer d'ailleurs au sondage ou encore nous envoyer vos questions en privé sur nos comptes divers. Alors, la question est la suivante. Elle vous est posée à vous, messieurs. La solution ne serait-elle pas, au lieu de parler de souveraineté alimentaire, finalement, que le Martiniquais augmente son pouvoir d'achat? Alors, Je peux répondre? Bien sûr. Ah, je ne suis pas d'accord. C'est pas le... Écoutez-moi. Plus on va donner de l'argent aux Martiniquais, plus les articles vont être chers dans les supermarchés. Parce que ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de Martiniquais qui habitent dans les cités, dans les HLM. Ceux-là, ils peuvent rien y faire. Il faut qu'ils courent de là-bas. Et je viens d'entendre qu'on va leur augmenter de 40%. Mais les marchandises vont aussi augmenter de 40%. Et ça sera comme ça, sans arrêt. À mon avis. la réponse n'est pas là. Hein. Ah oui, tu peux ne pas être... Excusez-moi. d'accord avec moi. La réponse n'est pas là. Allez-y. Allez-y. Au début, nous avons parlé d'autosuffisance et nous avons parlé de souveraineté. Et c'est là, justement, que ça se joue. Quand vous êtes en autosuffisant, on a eu l'exemple avec l'Arabie Saoudite, et tant que le pétrole montait, les gens dansaient. Et lorsque le prix du pétrole s'est effondré, les gens défilaient dans la rue pour leur pain. Donc, ils étaient en autosuffisance, mais ils n'étaient pas en souveraineté. Si on augmente le salaire des gens, les gens vont acheter plus. Mais ils vont acheter quoi? Puisque quand on a de l'argent, on peut acheter. Mais on achète d'où ça vient. On ne se soucie pas à ce moment-là. Mais si ceux qui vendent pour nous décident soit de ne pas vendre ou de tripler son prix, on se trouve où? C'est ça le danger de l'autosuffisance. Vous pouvez avoir le moyen de vous donner tout ce que vous voulez, mais si vous ne produisez pas ce qui vous est nécessaire et que l'autre dans les mains chez qui vous achetez refuse de vous vendre ou triple ses prix, on ne mange pas l'argent. Alors, Monsieur Sainte-Rose, si vous permettez, la question de l'autosuffisance, justement, répond à ce que vous dites. Parce que si on est autosuffisant, du coup, on n'a pas besoin de ce qui vient de l'extérieur. Du coup, on ne se tourne plus vers ce qui est... Non, je vois un peu ce qu'il veut Si on dire. est souverain, Alors, si on est très bien, si on est allez-y. souverain, mais si on est autosuffisant, on compte sur l'extérieur puisqu'on peut monnayer, on peut acheter. Oui. Mais si celui qui vend pour vous a des difficultés, qui ne peut plus vendre pour vous, les autres ne vendent pas pour vous, qu'est-ce que vous faites? Allez-y. Mais je vois où est-ce qu'il veut en venir et je partage un peu son avis. Je ne pense pas que
que le salut se trouve dans l'augmentation des salaires. De toutes les façons, pour redresser une économie, ça ne fonctionne pas comme ça non plus. Néanmoins, je pense que déjà, si on commence par former et éduquer les gens aux gestes simples, pour bien acheter et acheter utile, on aura une vraie modification au niveau de nos habitudes alimentaires. Mais ce n'est pas simplement en donnant aux gens de l'argent qu'ils vont acheter mieux. C'est pas possible. C'est ça, d'accord, Monsieur Kabil. Et ils vont étouffer l'économie productive. Oui, Parce je rejoins. on a deux économies, excuse-moi, oui, Kabil. oui. On a l'économie de consommation et on a l'économie de production. Au jour d'aujourd'hui, en Martinique, nous vivons sur une économie de consommation. Tout à fait. Nous ne produisons rien. Tout à fait. Et c'est ça le danger pour la Martinique. Je vais revenir aussi. Je rejoins parce que recevoir plus d'argent, on va acheter du superflu puisque nous sommes en Martinique. Et qui va reprendre, qui va s'enrichir par rapport à cela? Ce sont les gros, ce sont ceux-là. Ils vont acheter des voitures. Et on va dépenser pour acheter des superflus comme voitures, etc. Mais qui va en gagner dans tout cela? On va reprendre tout cela. Les mêmes colons. Et il y a une chose Alors, aussi, messieurs, il nous reste madame, moins d'une minute, allez-y. il y a une chose aussi très, très importante, puisqu'on parlait de papaye. Le papaye, très peu de personnes qui en mangent. Mais quelque chose qu'on utilise beaucoup en Martinique, hein, dans le monde entier. Tout le monde utilise, même les commerçants. Et c'est le sucre. On a de la canne ici. On a l'usine. Et pourquoi, monsieur Sainte-Rose, souvent, tous ces jours-ci-là, on manquait. Et c'est le sucre de La Réunion, le sucre de Guadeloupe, le sucre de Ronsa, on en manquait du sucre. Je peux me permettre. Alors, messieurs, je suis désolée, mais le temps est extrêmement court. En 2 mots pour conclure, monsieur Sainte-Rose, allez-y. L'histoire du sucre. L'histoire du sucre. On a peu de temps, On monsieur n'a pas. Sainte-Rose. Très rapidement. La Martinique était exportateur de sucre. Dans les années 70, dans les années 60, la Martinique pesait jusqu'à 190 000 tonnes de sucre. Monsieur Darcy-Souaube, les sucriers betteraviers n'étaient pas là. Et quand ils sont passés, ils ont acheté les usines à sucre de la Martinique. Qui était au pouvoir en Martinique? Qui étaient ces hommes politiques en Martinique? Qui n'ont rien fait pour protéger cela. Et conclusion aujourd'hui, nous sommes importeurs de sucre, alors même qu'à l'époque, on consommait à peine 6 000 tonnes de sucre. Aujourd'hui, on a combien de milliers de tonnes de sucre qu'on consomme en Martinique? On va terminer sur ça, monsieur Sainte-Rose. Merci à vous d'être venu. Vraiment, vous êtes une bibliothèque, une encyclopédie. Merci pour tout ce que nous avons appris. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre avis. Eh bien, écoutez, vous reviendrez une prochaine fois, monsieur Adélaïde. Merci à vous, monsieur Kabil. Merci, monsieur Picot. Et à vous, Zitata, nous vous disons à bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.